Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois sur les œufs de Fabergé. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez me mettre un commentaire pour me dire de quel sujet vous voudriez que je parle dans une prochaine vidéo. Je parle toujours des sujets qui m'intéressent, mais si je peux en même temps faire plaisir à quelqu'un, ça me ferait plaisir aussi. Voilà, cette petite parenthèse est fermée. Alors, qui est ce Fabergé ? Eh bien, Pierre Karl Fabergé est un joaillier russe né en 1920 à Saint-Pétersbourg et qui a gagné une renommée mondiale grâce à une spécialité, des bijoux ayant la forme d'œufs de Pâques, faits de métaux et de pierres précieuses. La famille Fabergé est d'origine française, mais elle a dû quitter la France suite à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, qui permettait jusqu'alors aux protestants d'exercer leur foi. C'est donc pour des raisons politiques et religieuses qu'ils quittent notre pays. Ils finiront par s'installer en Russie, à Saint-Pétersbourg, qui était alors la capitale. Oui, car il faut savoir qu'entre le début des années 1700 et 1917, c'est Saint-Pétersbourg qui était la capitale, et pas Moscou comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, si jamais vous avez la chance d'aller à Saint-Pétersbourg, je vous conseille vraiment d'aller visiter le musée Fabergé, puisqu'il dispose d'une collection de plus de 1500 pièces, dont 9 œufs impériaux, c'est-à-dire créés pour la famille impériale, et 6 autres œufs non impériaux. Personnellement, j'ai pu y aller et vraiment je ne regrette pas. Toujours à Saint-Pétersbourg donc, le père de Karl fonde la maison d'orfèvrerie Fabergé en 1842. Alors un orfèvre, si vous ne le savez pas, c'est un artisan qui travaille les métaux précieux, principalement l'or et l'argent. Orfèvre vient en fait des mots latins ori pour or et faber pour artisan, qui donne donc en français artisan de l'or. Tandis que la joaillerie est l'art de faire des bijoux avec des pierres précieuses. Karl Fabergé a fait ses études chez des maîtres joailliers et orfèvres de France, d'Angleterre et d'Allemagne, puis il a repris la direction de l'entreprise familiale en 1870. Grâce à lui, la maison Fabergé se hisse au sommet de leur discipline, et ses talents sont remarqués par l'empereur de Russie lui-même, Alexandre III, lors d'une exposition en 1882. Le tsar veut faire un cadeau à sa femme, Maria Fedorovna, et commande à l'orfèvre un œuf pour le lui offrir à Pâques. Karl réalise alors son premier œuf de Fabergé en 1885, baptisé l'œuf à la poule. Celui-ci a la particularité d'être la copie d'un œuf véritable, et un peu à la façon des poupées russes, il regorge de surprises. D'abord, on a une coquille en or qui est recouverte d'émail blanche, à l'intérieur duquel se trouve un jaune d'œuf en or jaune. Le jaune d'œuf s'ouvre et on y trouve une poule en or et en platine avec des yeux de rubis. Et enfin, car ce n'est pas fini, la poule est articulée au niveau des plumes et de sa queue, mécanisme qui permet de l'ouvrir. Et à l'intérieur, on y trouvait encore une médaille d'or et un rubis monté en pendentif. Mais ces deux dernières surprises ont hélas disparu. Le tsar et la tsarine ont été tellement satisfaits que Fabergé est nommé orfèvre à la couronne impériale, et qu'un autre œuf lui est commandé l'année suivante. C'est ainsi qu'est née cette tradition d'offrir un œuf de Fabergé pour Pâques. Au total, 52 œufs ont été réalisés pour la famille impériale. Fabergé avait carte blanche, et ni le tsar ni la tsarine ne pouvaient savoir la forme ou les matériaux qui seraient utilisés pour l'œuf. La seule consigne qu'il avait était que chaque œuf devait renfermer une surprise liée à l'histoire de la famille impériale. Je vous en montre quelques-uns qui sont mes préférés. Voilà pour les œufs impériaux. Mais 17 autres œufs ont été réalisés sur commande pour des clients privés, parmi lesquels la famille Rothschild ou le prince Yusupov. Vous l'avez compris, si la réputation de Fabergé est parvenue jusqu'à nous, c'est parce que ces objets étaient absolument originaux, géniaux et d'une qualité incomparable. Je veux vous montrer deux petits objets qui ne sont pas des œufs mais qui montrent tout autant l'esprit de Fabergé. Donc ce premier objet représente un visage d'Indien taillé dans de l'agate couleur miel avec des peintures de guerre serties de diamants. Au-delà de son esthétisme, son utilité en fait aussi son originalité, car en le retournant, il sert en fait de coupe à vodka. Voilà un second objet qui montre le caractère exceptionnel de Fabergé. J'adore celui-ci car je le trouve marrant, et j'ai été surpris de son utilité. En fait, c'est un seau, et moi je ne parle pas de ce genre de seau, mais plutôt de celui-là qui servait donc avec un peu de cire à cacheter les lettres. En réalité, ces objets n'ont pas une grande valeur si l'on s'en tient uniquement au prix des matériaux et de la main-d'œuvre. Leur valeur réside majoritairement au génie qui les entoure. Ce sont de véritables œuvres d'art. Durant la guerre de 14-18, d'une part, les joailliers avaient l'interdiction de travailler les métaux précieux, et d'autre part, tous les artisans avaient été envoyés au front. Alors, en 1916, Fabergé a réalisé cet œuf en acier et en cuivre, appelé œuf obus.
Malheureusement, lors de la révolution d'octobre 1917, les bolcheviks qui ont pris le pouvoir avec Lénine nationalisent les ateliers Fabergé, qui sont reconvertis en usines d'armes de guerre. Ils ont aussi tout simplement détruit toute la joaillerie produite par la maison pour en extraire uniquement les pierres et les vendre à l'étranger. Les seules pièces de joaillerie Fabergé qui existent encore sont celles qui ont été envoyées à l'étranger avant que les bolcheviks ne prennent le pouvoir. La maison Fabergé était aussi chargée de fournir l'argenterie impériale, mais aujourd'hui il n'en reste que quelques vestiges puisque les communistes se sont empressés de fondre tous ces objets pour en vendre les métaux précieux. Quant aux œufs impériaux, ils ont été vendus à l'étranger et se retrouvent éparpillés dans le monde. Cependant, on décide d'en conserver 24 dans le palais des armures. Mais plus tard, Staline décidera d'en vendre encore 14, ce qui n'en laissera plus que 10 à la Russie. De nos jours, le mystère demeure sur ce qu'il est advenu de certains de ces trésors. Ont-ils disparu à tout jamais ou sont-ils gardés jalousement par des collectionneurs privés? Peut-être que l'avenir nous le dira. Car parfois, il nous réserve de bonnes surprises, comme lorsque dans les années 2000, un ferrailleur américain a acheté sans le savoir, dans un marché aux puces, un de ses œufs perdus pour la modique somme de 13 000 $. Il l'avait en fait acheté uniquement pour sa valeur en or, mais par une chance incroyable, il ne l'a pas fondu et l'a conservé dans sa cuisine. Un jour, par curiosité, il a recherché les mots suivants sur Google. œuf et Vacheron et Constantin, qui était en fait la marque de la montre que renfermait l'œuf. L'homme découvre alors qu'il détient en fait le 3e œuf de la collection impériale, offert en 1887 comme cadeau d'anniversaire à Alexandre III et disparu depuis 1922. Personne ne sait dans quelles conditions cet œuf a pu quitter l'URSS, ni même comment il s'est retrouvé aux États-Unis. En tout cas, alors qu'il avait été acheté 13 000 $, il a été estimé à 30 millions en 2011 et a été vendu à un collectionneur privé sans que le montant de la transaction ne soit révélé. Alors si vous avez des vieux bibelots sur la cheminée ou au fond d'un placard, réfléchissez bien avant de les jeter à la poubelle, car vous avez peut-être là un fabuleux trésor. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de me mettre un like et de vous abonner pour me soutenir, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!